Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, collègues députés, depuis plus d'une semaine, nous assistons à un débat de très haut niveau. Et personnellement, je me suis rendu compte de la dialectique et de la capacité intellectuelle dont font preuve les députés de l'Assemblée nationale de la troisième et de la transition. Je suis fier d'appartenir à cette Assemblée et plaise à Dieu que cette Assemblée soit l'ossature ou le socle de la première Assemblée, de la première législature et de la Troisième République. Honorable Président, tout a été dit effectivement, mais je voudrais commencer par un fait qui me tient à cœur. Il s'agit du découpage territorial que j'ai vécu dans ma chair et dans mon esprit. Le découpage territorial est avant tout un travail technique, un travail qui acquiert beaucoup de facteurs pour justement créer l'unité de l'entité que vous voulez créer. En effet, j'ai pris l'exemple de la seule province orientale. Cette province qui a une superficie de 503 293 km et une population plus ou moins de 7 52 000 hommes. Cette province est dirigée à partir de Kisangani par un gouverneur. Pour atteindre Arou, il doit faire plus ou moins par route 2000 km. Et encore, si la route est entretenue. Et encore, s'il y a la sécurité, s'il peut arriver au bon port. Cette province est vaste, est plus vaste que l'Espagne, ou le Cameroun, ou la Suède. Le découpage pour cette province est utile. Pourquoi? Parce qu'il faut rapprocher les gouvernants des gouvernés. Mais attention, étant donné que c'est un travail technique à réaliser, il faut nécessairement faire un découpage sélectif, un découpage qui doit tenir compte des facteurs sociologiques, des facteurs humains, des facteurs démographiques et autres facteurs qu'on peut aligner. Voilà pourquoi nous ne voulons pas revenir sur le système que nous avons vécu dans les années 63-64, où nous avons vu des provincettes qui n'avaient aucune ressource et que les ministres, comme le gouverneur, allaient par exemple à vélo avec un drapeau devant. Il faut éviter que les ministres des Finances de ces provinces viennent chaque jour à Kinshasa prendre l'argent, se le distribuer, et puis rien ne va. Tenez l'exemple du Nord Kivu, parce que c'est de ça que je voulais parler. Lorsqu'en 1987, le Congrès du MPR avait décidé de prendre l'expérience du Kivu pour commencer le découpage, votre humble serviteur a été désigné parmi les 3 personnalités qui devaient diriger les 3 morceaux de l'ancienne province du Kivu. Et à partir de ce moment, non, excusez-moi, entité, excusez-moi, morceau dans le sens strict du terme. D'accord, ok, j'accepte. Alors, à partir de ce moment, il fallait trouver des ressources pour cette province, capitaliser, faire l'inventaire des ressources. Un découpage coûte très cher. D'abord parce que il faut que vous puissiez prendre les archives de l'ancienne province,
c'est le distribuer avec les 3 entités. Ensuite, il faut des infrastructures pour recevoir les personnalités qui vont travailler au niveau d'une province, parce que je n'ai repris que le district. Il fallait la région militaire, il fallait ce que nous appelons dans le temps la circonscription militaire, parce qu'à l'époque il y avait un bataillon au niveau d'un district. Il fallait une cour d'appel, il fallait un parquet général près la cour d'appel, il fallait des divisions. Donc, ce n'est pas une mince affaire, ça doit se faire d'une manière assez progressive et scientifique, de sorte que nous évitions ce genre de déconvenues. Il y a aussi le facteur humain, le facteur l'homme, l'homme qui accepte la décentralisation. Je suis tombé sur une province extraordinaire, où les gens travaillent énormément, tous travaillent. Rien que la province du Nord Kivu, 500 000 têtes de bétail, sans oublier les légumes, etc. C'est pour vous dire, l'homme aussi doit contribuer au travail, et c'est l'animateur qui doit faire le travail avec la population. C'est pourquoi le problème de l'homme à désigner compte aussi. Vous pouvez faire des découpages tant que vous aurez des personnes qui vont tourner en rond, comme nous apprenons ça dans une province du Kivu là. En ce moment-là, rien ne sera fait et le découpage sera un échec. Je ne voudrais pas m'étendre longtemps sur ce point parce que les gens du Nord Kivu qui sont dans la salle ont vécu avec moi cet élan de prospérité de cette province avec les 3 ans que j'ai passé à la tête de la province et nous avons travaillé ensemble. Je crois que la province a progressé. N'eût été les 2 guerres d'agression que nous avons en 96 et en 98. Très chers collègues, je vais rapidement passer à la forme de l'État. En lisant le travail qui nous a été présenté par le Sénat, j'ai constaté qu'on nous donne une forme hybride. Quelqu'un est passé ici, il a dit mi-fédéralisme, mi-entité unitaire fortement décentralisée. Parce que les compétences qui se retrouvent, quand on parle des compétences, la répartition des compétences, c'est tout à fait le fédéralisme. Et quand on parle de rétrocession, et on parle même que le gouverneur sera élu par l'Assemblée nationale et par l'Assemblée régionale, mais pour donner la force, la puissance à ce gouverneur, il faut que le président signe un décret. C'est tout cela, c'est la décentralisation. Je pense que nous sommes tous d'accord qu'il nous faut un fédéralisme. Il y en a qui veulent maintenant, il y en a qui veulent demain. Mais nous avons senti à travers vous que le peuple est fédéraliste. Distingués collègues, mettons ensemble ce qui nous unit. Mettons de côté ce qui nous sépare. C'est pourquoi je vous propose que le mot fédéralisme ou le mot État unitairement largement décentralisé n'apparaissent pas dans le texte. Pour la simple raison, quelqu'un est passé ici hier, il a été clair, il a dit que le pays le plus fédéralisé, c'est les États-Unis. Lisez la Constitution des États-Unis. Il n'y a pas le mot fédéralisme. La France, qui est en train de jouer au régionalisme, nulle part dans la Constitution, vous trouverez cette affaire de régionalisme. C'est dans le fonctionnement, c'est le contenu de ce que nous allons faire qui compte. Et ça va nous mettre à l'aise parce que nous risquons d'amener la guerre de 59-60
où d'un côté, il y avait des nationalistes qui se considéraient comme des, et non plutôt des unitaristes qui se considéraient comme des nationalistes avec une barbe, avec une moustache, avec une canne, et on les trouvait, eux, ils ne peuvent pas vendre le pays. Et d'un côté, vous aviez ce qu'on appelait des fédéralistes, qu'on appelait les sécessionnistes, les séparatistes. Il n'y aura plus de sécession dans ce pays. Pour la simple raison, je vous le dis, pour la simple raison, avec toutes les guerres que nous venons d'avoir dans les grands laboratoires, on a essayé de chercher comment repartir le pays. Et vous savez que ceux qui étudient les dossiers, ils ont constaté que le peuple congolais veut rester ensemble et la répartition a échoué. Mais attention, nous devons faire attention parce qu'il faut ouvrir l'œil, il ne faut pas laisser tomber les bras. Et ceux qui nous ont rendu la vie difficile, ce sont les pays voisins, appuyés par nos propres frères, et les propres frères ont accepté pour déstabiliser le pays. Donc, je vous propose que nous ne puissions pas faire apparaître dans notre document cet aspect fédéralisme. Nous avons la désignation des sénateurs. D'aucuns ignorent que les sénateurs représentent à nombre égal les intérêts de leur province. La répartition prioritaire se fait donc au niveau des provinces et non de toute quelconque entité territoriale. C'est l'article 105 de la Constitution de la transition qui le dit. Or, l'article 213 de l'avant-projet de la Constitution reconnaît ce droit de jouir immédiatement de la répartition égale de sénateurs à certains districts que la loi n'a pas encore érigés en province. En lisant de manière intelligible et objective cet article, il apparaît clairement que l'on risque d'anticiper ce qui pourrait ne pas être la volonté ni du prochain Parlement élu, ni peut-être du comité technique créé pour étudier la viabilité des 10 districts à être érigés en province. Nous risquons également de reconnaître aux districts le statut de province avant même que le prochain Parlement élu n'ait eu à décider souverainement au vu des études du comité technique. À notre avis, les districts n'ayant pas encore une existence légale, comme province, ne peuvent pas prétendre aujourd'hui bénéficier des droits reconnus légalement aux seules provinces existantes légalement. Très bien. Par conséquent, veuillez conclure. Par conséquent, il faudrait alors prévoir des élections partielles dans les nouvelles provinces qui seront créées, ou alors encore, pour être rationnel, c'est le district qui est la circonscription électorale pour les sénateurs et non la province. Je vous remercie. Voilà.